suis Dr Bodoc, je suis chef de service d'hôpital de Cannes en dermatologie à mi-temps et à mi-temps en activité libérale. Le traitement des kéloïdes m'intéresse depuis de très très nombreuses années, depuis les premiers articles que j'ai effectués il y a plus de 30 ans sur le traitement par la biomycine dans les kéloïdes. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Les cicatrices kéloïdes hypertrophiques sont extrêmement fréquentes et elles sont extrêmement aussi gênantes. Quelques-unes d'entre elles sont volumineuses, d'autres sont douloureuses. Et puis sur le niveau esthétique, c'est vrai que ça peut être assez affligeant. Par rapport à Octobre Rose et au traitement des cancers du sein, faire une mastectomie ou une tumorectomie, c'est déjà quelque chose d'affligeant chez une femme. Et si en plus de ça, on a une cicatrice kéloïde ou hypertrophique qui apparaît, ça représente encore un deuxième degré de souffrance des patientes. La topographie sur le sein et le torse sont des topographies où les cicatrices kéloïdes et hypertrophiques sont plus fréquentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant, dans le cadre de cette campagne d'Octobre Rose, de parler du traitement des cicatrices kéloïdes et hypertrophiques et aussi de leur prévention. Après la prise en charge d'un cancer du sein, dans la majorité des cas, le traitement est chirurgical, bien sûr radiothérapie, chimiothérapie. Et concernant le cancer du sein, quand il y a une radiothérapie, les cicatrices kéloïdes sont assez rares. Pour quelle raison? C'est qu'un des traitements des cicatrices kéloïdes est l'iridium, la curithérapie, l'électron-thérapie. C'est pour cela que les cicatrices kéloïdes et hypertrophiques sont pas très fréquentes après traitement, ou même rares après traitement de radiothérapie d'un cancer du sein. Elles seront plus fréquentes si la patiente ne bénéficie que d'un exérèse chirurgical et ou quelques séances de chimiothérapie. Si la patiente ou les patients ont une radiothérapie, les cicatrices kéloïdes ou hypertrophiques restent exceptionnelles. C'est important de le signaler parce qu'on va rentrer sur Octobre Rose, et dans Octobre Rose, c'est surtout des patientes qui ont des cancers du sein, à qui on a fait des rayons. Il y a souvent des cicatrices hypertrophiques et rarement des kéloïdes parce que la radiothérapie donne ça. D'accord ? Donc, le panel de patientes nécessitant un traitement des kéloïdes pour un cancer du sein, c'est uniquement des patientes à qui on a fait une tumorectomie, des patientes à qui on a fait une exérèse chirurgicale seule. C'est ce qui est assez exceptionnel. On fait aujourd'hui, pour la majorité des cancers, sauf certains d'entre eux, une radiothérapie et une chirurgie. D'accord ? Alors, je reprends mon sujet. Lorsqu'une patiente a bénéficié d'une exérèse chirurgicale suivie d'une radiothérapie, on a des effets secondaires qui ne sont pas des cicatrices kéloïdes, mais parfois une radiodermite aiguë, une radiodermie chronique avec des télangiectasies, un sein qui peut avoir un aspect scléreux. Le traitement est différent que pour une kéloïde. Dans ces cas-là, dans mon article, on n'en parle pas trop de ces radiodermites aiguës, comment traiter ces radiodermites, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Il existe des traitements spécifiques pour ces radiodermites, surtout quand c'est chronique et à long terme. On peut essayer d'agir sur les vaisseaux. Si les patients sont gênés du fait des télangiectasies, on peut parfaitement faire un peu de laser, en particulier du laser à colorant pulsé. Ça permet d'enlever ces télangiectasies. Dans la majorité des cas, on évite des traitements chirurgicaux ou par laser dès qu'on a une radiodermite parce que la peau est déjà abîmée. Alors, concernant les patientes qui ont bénéficié que d'une chirurgie, d'une tumorectomie ou d'une exérèse chirurgicale seule, tout dépendra de la reconstruction. Concernant la tumorectomie, on peut avoir un trait, un rond, ça dépend bien sûr de la taille de la lésion, et le sein, le thorax, est une zone où on a plus fréquemment des kéloïdes. Si par contre on a une ablation complète, on peut avoir
une cicatrice kéloïde au niveau de la zone sous-mammaire, parfois latéralement jusqu'au dos. Et c'est dans ce problème-là, où on va avoir des kéloïdes qui vont aller dans le dos si on fait une reconstruction assez importante. Comment va-t-on les traiter, ces kéloïdes? Il y a deux choses à savoir. La cicatrice hypertrophique, est-ce une cicatrice hypertrophique? Et dans ces cas, elle va régresser tout seul. Est-ce une kéloïde? Et là, ça ne régressera pas. Les cicatrices hypertrophiques ne débordent pas la zone d'exérèse. Elles sont assez régulières, rouges, bien sûr, toujours tumorales, toujours volumineuses, mais surtout n'ont pas tendance à dépasser la zone chirurgicale. Quand c'est une kéloïde, on voit un aspect irrégulier, aspect en pince de crabe, des cicatrices qui vont déborder de la zone d'exérèse, et là, rapidement, on peut être amené à traiter les patientes. C'est vrai aussi que souvent, ces patientes, on ne les voit que 6 mois après, parce qu'elles bénéficient, après la chirurgie, d'une chimiothérapie. Pour celles qui n'ont pas eu, je répète, de radiothérapie, si les patientes ont une radiothérapie, souvent la cicatrice kéloïde n'est que latérale, là où elles n'ont pas eu la radiothérapie. Alors, je reviens aux cicatrices, à la définition des cicatrices hypertrophiques et des cicatrices kéloïdes. Si on prend une cicatrice hypertrophique, donc je répète, c'est une cicatrice qui ne déborde pas la zone de traitement, mais qui reste affligeante, douloureuse, gênante. Là, on va se contenter de soins locaux dans un premier temps. Massage, pétrissage de la cicatrice, application de gel de silicone, ça peut être des crèmes à base de silicone ou alors des plaques de silicone avec une pressothérapie. On demandera à la patiente de porter un corset serré, ça généralement elles le font, et d'enlever la plaque de silicone si c'est des plaques de silicone adhésives que 1 heure par jour au temps de la toilette. Aujourd'hui, il y a de très bonnes crèmes à base de gel de silicone qui peuvent remplacer ces plaques de silicone. Il n'y a pas d'études qui ont montré la supériorité de crème sur une plaque, ni non plus la supériorité des plaques de silicone à une crème. Donc on peut, en fonction des patientes, proposer l'un ou l'autre des traitements. On en reste là pendant 6 mois et on regarde l'évolution. Si la cicatrice évolue bien et commence à régresser, on attend et dans la majorité des cas, elle disparaît. Si, parfois malheureusement, elle évolue vers une forme de kéloïde, et là, il faut démarrer un traitement. Le laser est une bonne solution. Soit du laser à collant pulsé, soit du laser YAG, faire plusieurs sessions, 1 par mois pendant 3, 4, 5 mois. Et surtout, au bout du 3e mois, on regarde l'évolution. On vérifie que le traitement est efficace. Si au bout de 3 séances, ça ne marche pas, il faut s'arrêter là. Ensuite, on peut proposer des injections intralésionnelles, mais ça, c'est pas dans le stade hypertrophique, c'est dans le stade kéloïdien. Donc pour l'hypertrophique, pour aller un peu plus vite, on peut faire du laser à colorant pulsé ou un laser YAG, un laser vasculaire pour avoir une action sur l'érythème, sur les vaisseaux, plus la crème à base de silicone. Et concernant les cicatrices kéloïdes, ces traitements souvent sont insuffisants. Alors maintenant, on va revenir aux cicatrices kéloïdes. Donc je vous le disais, des cicatrices qui progressent, ça fait des gros boudins, c'est vraiment pas joli. Ça dépasse la zone d'exérèse et il y a un symptôme. Les cicatrices hypertrophiques sont souvent peu gênantes physiquement, une kéloïde est gênante. Il y a un prurite, il y a un grattage, une gêne en dehors d'esthétique. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu, d'abord, il ne faut pas les réopérer. Donc, concernant les cicatrices kéloïdes, c'est différent. Elles sont symptomatiques, prurigineuses, douloureuses parfois, gênantes, rétractiles, puisqu'elles débordent la zone d'exérèse, donc elles vont tirer un peu sur le sein, et elles vont être extrêmement gênantes, augmentant encore l'affliction des patientes, déjà d'avoir eu une tumorectomie, une lésion sur le sein, d'avoir en plus une gêne. Comme je vous disais, c'est assez exceptionnel après une radiothérapie, parce que la curithérapie et la radiothérapie sont un traitement des kéloïdes. Quand il y a une radiothérapie, une curithérapie, souvent, les seules zones de kéloïdes, c'est les zones lointaines, quand on fait un gros lambeau au niveau du dos, par exemple, ou du flanc. Alors, lorsque la patiente n'a pas eu de radiothérapie, on peut avoir, comme je l'ai dit, sur ces zones, une kéloïde, et là, il faut démarrer un traitement. Bien sûr, on va démarrer
comme pendant l'hypertrophique, par gel de silicone, laser assez rapidement, et si ça ne marche pas, passer à des infiltrations intralésionnelles. Surtout, la plus grande des erreurs, c'est de faire une reprise chirurgicale. Toute reprise chirurgicale se solde rapidement par une rechute, donc il ne faut surtout pas reprendre ces cicatrices. Il faut agir, donc on peut faire des infiltrations intralésionnelles, on va proposer soit de la corticothérapie, un corticoïde retard, Kenacort par exemple, pour ne pas le citer, soit l'association 5FU et corticoïde, soit ce que je fais, ce que j'ai décrit il y a près de 30 ans et que je fais de manière je fais souvent, c'est l'injection de bléomycine. Dans l'article que j'ai présenté, il y a d'autres possibilités, comme la mitomycine, comme le PRP, mais cela, ça reste anecdotique. Quand on regarde les publications internationales, la majorité des publications qui sont faites sur ces 3 produits, corticoïdes retard seul, association 5-infus corticoïdes et bléomycine. Alors, le choix dépendra bien sûr du médecin et de son habitude. Concernant les corticoïdes retard, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des atrophies post-thérapeutiques et des débordements. Une efficacité, pour ma part, qui est moins bonne que l'association avec le 5FU ou la bléomycine. C'est pour ça que, personnellement, je privilégie plutôt soit l'association avec du 5FU, soit la bléomycine. Du fait des risques d'atrophie, en particulier au niveau du sein, l'atrophie mammaire, de la glande mammaire, qui est extrêmement disgracieuse, le reste de la glande mammaire qui persiste, sauf s'il y a bien sûr une prothèse en dessous. Je préfère injecter de la bléomycine, là on n'a jamais de risque d'atrophie. Attention, la bléomycine a aussi des effets secondaires. Comme toutes les injections intralésionnelles, que ce soit les corticoïdes, le 5FU ou la bléomycine, c'est douloureux. Il y a de la douleur, donc il faut toujours mettre une crème anesthésiante avant de proposer ce traitement. Le protocole est une injection par mois, 5 fois, et ensuite une injection tous les 3 mois. Dès la 2e ou 3e session, quel que soit le traitement proposé, on doit avoir une efficacité. S'il n'y a pas d'efficacité au bout de 3 injections, il faut s'arrêter là et changer de traitement. Au bout de la 5e injection, la lésion régresse, commence à disparaître et on peut passer à tous les 3 mois. Pour quelle raison ? Parce que le processus de régression de la cicatrice par l'intermédiaire du mécanisme d'action de ces molécules, la régression se produit progressivement et donc ce n'est pas la peine de faire tous les mois. On attend et on fait une injection tous les 3 mois. Ça peut durer 6 fois, 5 fois, 10 fois et on arrive souvent, et dans la majorité des cas, à une régression complète de la cicatrice. Il y a d'autres traitements, vous verrez dans l'article, comme l'azote liquide, ça fait des brûlures, des nécroses et l'efficacité reste médiocre. Et bien sûr, il y a d'autres traitements comme la curithérapie, c'est-à-dire on enlève la cicatrice et on met un fil d'iridium. Il est évident qu'on ne le fera pas sur un cancer ayant une radiothérapie parce qu'on ne va pas rajouter une toxicité radique à une toxicité radique. Donc, dans ce cas-là, sauf pour une tumorectomie simple, on ne fera pas de fil d'iridium. La bléomycine, quant à elle, quand on l'injecte, il ne faut pas dépasser de certaines doses et on a un petit risque de pigmentation qui peut se produire, comme bien sûr les autres injections, ce qu'on appelle une pigmentation post-inflammatoire. Les cicatrices kéloïdes et les cicatrices hypertrophiques, quand elles arrivent après un cancer du sein, le sont souvent lorsqu'il n'y a pas eu de radiothérapie, par exemple, comme une tumorectomie ou sur les zones qui n'ont pas subi d'irradiation. Elles sont affligeantes pour la patiente par leur présence, par leur douleur, et il est important de les prendre en charge.